Le bruit macabre de cette nuit faisait flipper tous ceux qui s'y aventuraient. Il faisait une nuit noire, et à chaque fois qu'on faisait un pas, on avait l'impression que quelqu'un était derrière soi. Les hiboux et les chauves-souris volaient librement dans le ciel dépourvu d'étoiles avec des cris sinistres. Des chiens qui aboyaient, comme s'ils avaient vu le diable en personne, n'arrangeaient rien au scénario parfait de film d'horreur que présentait cette nuit. Mais tout ça ne faisait guère peur à Kobli, le féticheur réputé du village. Plus que quiconque, il avait les moyens de se défendre face à n'importe quelle créature du mal qui effrayerait bien d'autres dans cette nuit. Il se rendait à l'église pour tenter de ramener Anna, la fille possédée par l'esprit de Lisa, la tueuse en série, dans le manoir des Bocaux. D'ailleurs, le voilà arrivé. Un détail l'interpella au premier abord. Le portail était grand ouvert et la porte d'entrée entr'ouverte. En plus, le vigile qui surveillait de coutume les lieux n'était pas à son poste. Une idée lui traversa rapidement l'esprit. Lisa serait-elle derrière tout ça? Il avança lentement vers l'entrée avec méfiance. Sur le poignet de la porte, une tache de sang. Kobli avala une grosse quantité de salive, ouvrit sa sacoche et prit son couteau magique. Avec son pied droit, il ouvrit lentement la porte et entra dans la chapelle. Entra toujours à pas très lent. C'était avec stupeur qu'il découvrit le carnage qui y régnait. Le corps du vigile, qui baignait dans un lac de sang, les yeux grands ouverts, faisait la bienvenue aux visiteurs. En avançant, on pouvait voir les corps de quelques fidèles malheureusement présents lors de la boucherie dans les sièges de la chapelle. Des éclats de sang faisaient office de peinture pour les sièges et les murs de la chapelle. Devant l'autel, les corps décapités, des nonnes y étaient alignés. Et quand on levait les yeux un peu plus vers le haut, on se rend compte qu'au lieu du crucifix, c'était le père François éventré et crucifié qui y était. Kobli reconnaissait face à toute cette horreur la signature de Lisa. S'il y a une chose qui était sûre, c'est que les nonnes et le père François n'ont pas pu contrôler l'esprit de Lisa, qui a pris le contrôle total du corps d'Anna. Elle a défoulé toute sa rage sur ceux qui étaient présents. Avec Lisa, le détail le plus effrayant est que dès qu'elle est dans une pièce, toute issue se referme, ne laissant donc aucune porte de sortie à ses victimes. Ça, Kobli venait de se le rappeler et se dirigea tout de suite vers la porte de sortie. Pas question de tomber nez à nez avec Lisa. Il marchait très rapidement. Mais au moment où il allait sortir, la porte se referma d'elle-même avec un grand bruit. Kobli stoppa nettement ses grands pas, se retourna et vit Lisa qui surgissait sur lui avec un gros couteau dans sa main. Avec un réflexe qui ne saurait l'expliquer lui-même, Kobli évita de justesse le coup de couteau qui lui était destiné de la part de Lisa. Il s'éloigna de quelques mètres d'elle. Celle-ci se retournait et vit notre féticheur. Les deux se regardaient yeux dans les yeux avec un couteau à la main de chacun. Une seconde s'écoula, et voilà Lisa qui courut vers Kobli. Notre féticheur n'hésita pas à avancer vers elle pour essayer de la combattre. C'est un homme très courageux. La plupart des personnes dans son cas auraient fui. Mais Kobli avait un plan. Un bon plan pour se sortir de cette situation. Il lui suffirait d'effleurer Lisa avec son couteau magique pour que celle-ci soit un peu déstabilisée et perde conscience pendant un moment. Ensuite, il pourra l'emmener rapidement dans le manoir des Bocaux. Mais elle était faite d'une force herculéenne et prenait le dessus sur Kobli. Les deux se tenèrent le bras de l'un et de l'autre, chacun essayant de poignarder l'autre. Kobli sentait qu'il ne pouvait plus résister longtemps. Il rassembla donc toutes ses forces pour la repousser. Une fois Lisa à quelques mètres de lui, il sortit une poudre blanche et éclaboussa son visage à elle. Il courut ensuite se cacher derrière un siège de la chapelle. La situation était intense. Son cœur battait très fort, tel voulant sortir de sa poitrine. Il fit une grosse expiration avant de se retourner pour voir s'il apercevait Lisa. Mais rien. Il inspecta presque toute la pièce sans l'apercevoir. Il se retourna donc pour regarder de l'autre côté, et à sa grande surprise, voilà Lisa qui surgit de nouveau sur lui, pointant son gros couteau vers lui. Cette fois-ci, il perdit son réflexe miracle qui lui avait permis d'échapper à la première attaque. Il freina le couteau avec sa main gauche et vit donc le gros couteau de Lisa transpercer sa main. Comme si cela ne lui faisait pas mal, il retira d'un geste très rapide sa main du couteau et courut se cacher une nouvelle fois. Un petit sourire narquois gagna donc le visage de Lisa qui se mit à narguer Kobli. « Tu te caches encore, disait-elle.
Ça ne servira à rien de te cacher, car je te retrouverai toujours. Il n'y a aucune issue pour toi, tu ne pourras pas fuir donc. J'ai tout mon temps alors pour t'éventrer, comme ce prêtre de malheur qui a pensé qu'il pouvait me contrôler. Allez, féticheur, montre-toi pour qu'on puisse jouer un peu. Elle vit des traces de sang aller en direction d'un pilier de la chapelle. Avec de grands pas, elle se dirigea vers cette dernière et ne vit personne. Elle se retourna, et cette fois-ci, c'est Kobli qui l'attaqua par surprise, en pointant son couteau magique vers elle. Elle recula pour esquiver, mais Kobli réussit à l'effleurer. Lisa, touchée, se réfugia derrière un siège. Kobli, éreinté, prit quelques secondes pour reprendre son souffle et savourer la réussite de son plan. Il avait peut-être pu prendre le dessus sur Lisa, le redoutable esprit maléfique. Il se dirigea ensuite vers le siège dans lequel elle s'était réfugiée, pensant la trouver déjà inconsciente. Mais à sa grande surprise, elle n'y était pas. Elle avait disparu. Et la porte d'entrée venait de s'ouvrir d'elle-même, ce qui veut dire qu'elle n'était plus dans les parages et que Kobli était sauvé. Son plan n'a pas marché, certes, mais il était toujours en vie. Il se dirigea vers la sortie et s'éloigna le plus loin possible de cette église qui était devenue le siège de l'horreur. Comme si cette nuit n'était pas encore agitée, c'est le capitaine Akan et Marguerite qui venaient d'arriver au cimetière et se dirigeaient vers l'arbre qu'Hervé avait indiqué. Leur objectif était de déterrer le carton dans lequel ce dernier avait rangé les informations recueillies sur la mort de Marion, le mari de Roselyne Bocco. Le capitaine Akan était réticent par rapport au fait qu'ils décidèrent d'y aller la nuit, sachant bien qu'il n'est pas prudent de se promener la nuit à Bocoville, encore moins dans un cimetière. Marguerite lui montra l'urgence de retrouver ce carton avant que les Bocco ne mettent la main dessus. Après quoi, ils ne tardèrent pas à commencer par creuser un peu partout autour de l'arbre avec les outils qu'ils apportèrent avec eux. Marguerite et le capitaine Akan étaient désormais à l'œuvre. On pouvait apercevoir plusieurs petits trous tout autour de l'arbre, mais aucun d'eux n'avait encore rien découvert. Ou du moins, jusqu'à cet instant où la pelle de Marguerite toucha quelque chose. Elle interpella le capitaine Akan qui accourut aussitôt. Ensemble, ils enlevaient le peu de sable sur l'objet avant de voir qu'en réalité, c'était une caisse en bois. Ils la sortirent du trou, l'ouvrirent, et virent tout ce dont Hervé a parlé dans sa note vocale. Sans tarder, ils commencèrent par examiner les éléments à l'intérieur. Il y avait des photos de la victime la veille, de son supposé meurtre au bar de la ville, des preuves de virements bancaires dans un compte offshore en Suisse, des copies de billets de bus pour deux, dont le départ était prévu pour le lendemain de la mort de la victime. Tout ça mit le capitaine Akan et Marguerite circonspects. En réalité, Marion n'avait aucune tendance suicidaire. Ce dernier ne cherchait qu'à fuir de cette ville avec sa fille. Les photos le montrant en train de boire que de l'eau au bar cette nuit-là montrent qu'en réalité les allégations de sa femme sur le fait qu'il se serait remis à boire sont fausses. Et donc il ne serait pas tombé du pont cette nuit-là puisqu'il n'était pas saoul. Qu'elle ne restait donc qu'une seule possibilité, quelque l'aurait poussé du haut du pont. Ils en étaient à cette déduction quand les deux commencèrent par entendre un bruit de grognement. Plus les secondes passaient, plus ce bruit s'intensifiait. Ils regardèrent partout pour savoir d'où il venait, mais impossible. C'était comme si ce bruit avait plusieurs sources, car on l'entendait de partout. Une minute après le début du bruit funeste, un silence plat, comme celui d'un cimetière, régna. 30 secondes plus tard, les deux virent de loin une silhouette sortir de la brousse qui se situait du côté sud de leur position. Cette silhouette avançait à pas très lents vers eux. Plus elle se rapprochait, plus on pouvait voir de quoi il s'agissait, et plus nos deux enquêteurs étaient épouvantés. À présent, ce n'était plus une silhouette, mais un chien géant. Cette fois-ci, ils l'ont vu. Ce chien dont on leur avait tant parlé. Ce chien qui est sans aucun doute la source du carnage d'Hervé Mito. Il est très géant, avec des poils noirs, des yeux rouges et une forme presque courbe semblable à celle d'une hyène. C'est tout simplement terrifiant. Marguerite et le capitaine Akan ne s'en revenaient pas. Ils étaient paralysés et ne clignaient même plus l'œil. Comme si cela ne suffisait pas, le chien sauvage fit un grand aboiement avant de commencer par muter en un humain. C'était horrible à voir pour les deux qui jusque-là croyaient très peu en ces choses. Mais là, ils voyaient en direct le vrai visage de Bocoville.
La mutation terminée, Marguerite reconnut qui c'était. Il s'agissait ce Henri Bocco, le premier des Bocco. Elle était tombée sur une de ses photos lors de ses nombreuses recherches. Et d'après ses recherches, cet homme serait mort depuis 180 ans. Alors comment se fait-il qu'il soit en vie? Henri Bocco leur révéla qu'il les surveille depuis un certain temps et félicita même leur qualité d'enquêteurs, mais que dorénavant, ce ne sera plus le cas puisqu'ils seront bientôt morts. C'est le moment choisi par le capitaine Hakan pour sortir son arme à feu et lui tirer dessus. Mais cela n'eut aucun effet. Marguerite, quant à elle, sort de l'eau bénite et commence à asperger Henri. Mais celui-ci n'était pas affecté par ça également. Au contraire, il eut le temps de se transformer en chien et de les regarder fixement dans les yeux. 1 minute plus tard, la couleur de leurs yeux vire au même rouge que celle du chien. Après ça, ils stoppèrent tout ce qu'ils faisaient et s'écroulèrent. Sans tarder, ils seront le festin du chien sauvage qui n'est en réalité que Henri Bocco, le premier de la famille, à s'installer dans la ville. Cette nuit n'avait pas encore révélé toutes ses surprises. À plusieurs mètres de là, c'est Arthur Bocco accompagné de sa jeune sœur Elvire qui venait d'arriver chez Monsieur Azé. Arthur prit le soin de garer sa voiture assez loin de la maison, dans l'intention de continuer la route à pied pour ne pas se faire repérer. Après tout, pour faire ce genre de choses, il faudrait être furtif. Mais que voulait faire Arthur dans la maison de ce monsieur quelques heures après l'avoir quitté? Ils n'eurent même pas besoin de frapper la porte. Ils lapèrent juste une poudre magique, et les voilà disparaître et réapparaître dans la chambre à coucher de Monsieur Azé, alors que celui-ci dormait encore. Mais le bruit horrible de leur arrivée, comme si ceux-ci venaient des enfers, le réveilla la seconde d'après. Il tiqua à leur vue, et se demandait comment ils ont réussi à entrer malgré le système d'alarme. À peine avait-il terminé sa réflexion, qu'en un mouvement très rapide, il sortit une torche sous son oreiller et leur brouilla la vue avec la lumière. Il eut ainsi le temps nécessaire de sortir de sa chambre et de prendre la fuite vers les escaliers. Les deux se mirent à sa poursuite. Monsieur Azé se dirigea à sa descente des marches vers la porte de sortie, mais à peine avait-il touché le poignet que voilà un couteau qui atterrit sur la porte. 1 seconde de plus et ce serait dans la main, le couteau atterrirait. Il regarda derrière lui et c'est encore Elvire sur les marches des escaliers qui lançait de nouveau un couteau. Cette fois-ci, elle le visait lui. Il essaya d'esquiver, mais le couteau atterrit dans sa jambe, ce qui l'eut trébuché. En voyant Arthur descendre les marches, il eut la force nécessaire de se lever et d'aller vers la porte de derrière. Il essaya en vain de l'ouvrir. Voyant Arthur se rapprocher de plus en plus, il se dirigea vers la cuisine et prit un couteau pour pouvoir le défendre. À défaut de fuir ces monstres, il vaut mieux vendre cher sa peau. Voilà Arthur devant lui. Monsieur Azé commençait par faire de grands gestes avec le couteau dans sa main. Cela n'effrayait guère Arthur. Derrière, il entendit Elvire l'appeler, et il bougea d'un pas vers la gauche et voilà un couteau qui atterrit sur la poitrine de Monsieur Azé. Arthur ne faisait que cacher la vue de Monsieur Azé pour permettre à Elvire de pouvoir lancer son couteau sans que ce dernier n'eût le temps de l'esquiver. Il le reçut en plein cœur et s'écroula par la suite. La majorité des Boccovilliens dormaient profondément et étaient loin d'imaginer toutes les horreurs qui se produisaient. Mais cette nuit pernicieuse nous cachait encore une surprise encore plus terrifiante. À l'entrée de la ville, le courant du fleuve de Boccoville s'intensifiait d'une manière très étrange. On dirait qu'un énorme monstre allait en sortir. Mais ce n'était pas tout. Il était si fort qu'il tanguait de plus en plus le pont reliant la Boccoville à la ville voisine. Sur ce pont roulaient à cet instant précis 4 voitures contenant au total 10 personnes et un bus de 15 voyageurs qui sortirent de la ville. Pendant un court instant, le courant violent qui tanguait le pont cessa et 5 secondes plus tard, un courant plus violent provoqua l'effondrement du pont, causant la mort des 25 personnes qui passaient sur le pont. La 5e manifestation de la colère de la case des esprits venait d'avoir lieu et il coupa ainsi Boccoville au reste du monde.